dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial, nous serons en compagnie de Marie Zarditi de France Nature Environnement. Nous parlerons du nucléaire, mais surtout de l'exploitation du gaz de schiste. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Marie Zarditi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors donc, vous faites partie de France Nature Environnement ? Oui. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter les objectifs de France Nature Environnement ? Oh là là, ça va être un peu vaste parce que France Nature Environnement, c'est une fédération, une association, c'est une fédération qui regroupe elle-même des fédérations régionales, départementales, qui elle-même regroupe des masses d'associations locales. Tout ça nous amène aux alentours de 3000 associations locales, plus des associations nationales qui adhèrent en direct à France Nature Environnement, comme parmi les plus connues, la Ligue pour la protection des oiseaux ou des choses comme ça. Ça, c'est France Nature Environnement. Donc, quels sont ses objectifs ? Eh bien, évidemment, elle s'occupe de tout ce qui a à voir avec la préservation de l'environnement au sens très large, depuis l'agriculture, les algues vertes, l'agriculture bio, les risques industriels, la biodiversité, le littoral, les eaux marines, la pêche, l'eau, les rivières, etc. Voilà, vous avez compris, on couvre la totalité de domaine, y compris de l'urbanisme, arrêter de manger les terres agricoles pour les bétonner, parce qu'en plus ça fait des inondations derrière, y compris évidemment l'énergie, sur l'ensemble des domaines renouvelables et autres, voilà. Alors, quelles sont vos actions concrètement sur le terrain ? Eh bien, les actions concrètement sur le terrain, si vous voulez, on marche un peu sur deux pieds, bien que il y a toujours un pied un peu plus fort que l'autre, mais on marche un peu sur deux pieds. D'une part, comme toute association normalement constituée, en règle générale, on se constitue pour essayer d'empêcher ceux qui ont le pouvoir de faire des bêtises. Voilà, je le dis gentiment, mais c'est à peu près ça quand même. C'est-à-dire que d'un coup, on veut faire un barrage de plus sur une hydroélectrique sur une pauvre petite rivière qui n'en peut mettre, qu'on a déjà dit, c'est à qui qu'il faut laisser souffler, ou on veut mettre une usine extrêmement polluante sur des terres agricoles extrêmement riches et utiles, enfin, etc. Bon, tout ce que bon. Donc on est d'abord dans souvent la contestation, voire aller jusqu'au tribunal pour faire casser des projets, des permis, voilà. Ça, c'est une première chose, les lignes haute tension, les nouveaux autoroutes dont on n'a que faire, enfin, etc. Et puis, il y a une deuxième action, qui est une action, alors ça, elle dépend un peu des associations, qui est une éducation à l'environnement, qui est, dans certains cas, gérer des réserves naturelles, qui est promouvoir des bons comportements. Dans les déchets, par exemple, on a énormément travaillé sur éviter de faire du déchet. C'est bien de le recycler, mais avant de le recycler, essayons déjà d'en produire moins. Tout à fait. Éviter de produire des déchets. On a beaucoup travaillé sur le gaspillage alimentaire que nous avons lancé l'an dernier. Enfin voilà. On a un autre côté qui est un côté prévention, acte positif, qui en général implique beaucoup le citoyen et parfois quand il y arrive à les mobiliser les élus, de manière à ce que les actes de chacun aillent dans le bon sens. Tout à fait. Nous allons parler du gaz de schiste et de ses problèmes d'exploitation, mais avant, j'aimerais que nous parlions en quelques mots de votre position sur le nucléaire. Alors, faut-il en sortir progressivement mais rapidement ? Quelle est votre position à France Nature Environnement ? Alors, j'aurais envie de dire que quand on regarde les risques, on a envie de dire qu'il faudra en sortir le plus vite possible, parce que, évidemment, on se dit, il y avait 4 grands producteurs dans le monde d'électricité nucléaire, les États-Unis, la Russie, le Japon et la France. Il y en a déjà 3 qui ont eu un accident sérieux. Voilà, on aimerait bien éviter d'en avoir un. Donc si on y reste trop longtemps, on n'est pas forcément meilleur que tous les autres, donc ça va nous arriver aussi. Donc essayons d'en sortir. Ceci étant, faut être raisonnable. On va pas en sortir demain matin, on va pas faire du blackout partout, etc. Donc notre combat là-dessus, il est très 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 prioritairement sur le fait qu'on veut une politique énergétique massivement tournée vers la réduction des consommations, que ce soit en électricité ou en fossile, de manière à ne pas opposer. Et donc, si vous voulez, le premier pas qu'on a envie de mettre en avant, c'est d'abord de dire ça. D'abord, on réduit aussi massivement qu'on peut les consommations d'énergie. Donc, on y va sur le bâtiment, on arrête de faire du chauffage électrique, on y va sur le bâtiment, on isole à fond, etc. Ça coûte de l'argent, oui, mais dès qu'on a fini de payer, ça commence à rembourser.
Tout à fait. Parce qu'on paye moins d'impôts. C'est pas si simple des fois, les investissements qui se remboursent eux-mêmes dans le temps. C'est le cas des économies d'énergie, c'est le cas des réductions de consommation. Donc voilà, donc ça c'est pour nous, c'est pour ça qu'on met ça en avant avec beaucoup de force, parce que qu'on soit plus soucieux du climat ou plus soucieux des accidents nucléaires, dans les deux cas de figure, il va falloir réduire la consommation si on veut d'abord effectivement éviter les risques les plus graves qui se profilent. Oui, c'est inévitable. Comme on le disait avec Sortir du nucléaire, avec qui nous avons réalisé plusieurs émissions, et aussi le problème de l'enfouissement des déchets, et là ça commence à poser beaucoup de problèmes. Oui, mais ça, les déchets nucléaires, comme dit l'autre, même si on en sort du nucléaire, contrairement à ce qu'on croit, on n'en sera pas sorti, parce que les déchets, on les a. Il faudra essayer de les traiter le mieux possible, le plus intelligemment possible, et on ne pourra le faire que quand on saura à quelle date on en sort, parce que quand on saura à quelle date on s'en sort, on saura la masse de déchets à traiter. Quand on a un problème, si on n'est pas capable de préciser les contours et l'ampleur du problème, on ne peut pas le régler. Tout à fait. Donc les déchets, c'est quand on saura. L'avantage, c'est qu'on a un inventaire en France, ça c'est bien. C'est un truc qui a été fait, qui permet d'essayer d'avoir une idée assez complète, et de plus en plus complète année après année, de partout où il y a des déchets nucléaires, mais pas seulement liés à la filière, liés aux hôpitaux, liés au médical de la recherche, au médical, au nucléaire médical, au nucléaire industriel, il y a des tas de sources partout, etc. Donc ça, c'est un truc bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a que quand on aura arrêté le nucléaire, qu'on aura une idée assez complète de ces déchets, sachant que, bon, on continuera à avoir du nucléaire médical, mais ça, alors, ça devient très ponctuel. C'est différent, oui. Voilà. Alors avec Marc de Saint-Armand de Sortir du nucléaire, la semaine dernière, il nous prévoyait, avec les 58 réacteurs que nous avons en France, c'est quand même énorme, il prévoyait un accident dans les 10 ans. Je n'ai pas de boule de cristal. Et il est clair que plus on avance, et plus il y a un risque d'accident, parce que le vieillissement... Si vous voulez, quand on fait une installation industrielle, il y a en général des pépins au début, ce qu'on appelle les pépins de jeunesse. Un truc qui était mal réglé, il y a un truc qu'on n'avait pas vu, voilà, c'est ce qu'on appelle les pépins de jeunesse. Puis ensuite, ça y est, tout ça est réglé, ça roule, il n'y a plus de problème. Puis après, ça commence à vieillir, il y a un tuyau qui casse, il y a un machin, il y a un truc. Et à partir de là, les uns après les autres, on commence à voir les pépins de vieillesse, du vieillissement du système. Et ça... c'est des choses qui nous menacent dans toute l'industrie française en ce moment. D'ailleurs, le ministère est très soucieux et très attentif. Il a lancé plein de campagnes là-dessus. Mais ça va être vrai aussi du nucléaire. Voilà. Lequel nucléaire, quand même, au début, on avait dit on les fait pour 30 ans. Maintenant, ça va, tout le monde a compris que dans la tête de nos institutions et de nos... c'était 40 ans. Mais dans la tête d'EDF, c'est déjà 50 ans. Et donc, évidemment, on peut continuer longtemps, et à un moment donné où ça, effectivement, on va y arriver, quoi. C'était bien de faire le point. Voilà. Alors, venons-en au gaz de schiste. Expliquez-nous ce qu'est le gaz de schiste. Quelles seraient les conséquences pour l'environnement d'exploiter une telle énergie? Alors, le problème, le gaz de schiste, si vous voulez, alors d'abord, disons tout net, un gaz de schiste, une fois qu'il est extrait, c'est un gaz comme un autre. On a pris l'habitude de les appeler gaz non conventionnels. En fait, le gaz, lui, il est comme le conventionnel, c'est le même. Ce qui n'est pas conventionnel, c'est la roche elle-même. C'est l'endroit où il est stocké. Un gaz dit non conventionnel ou un gaz de schiste, c'est un gaz qui est dans une roche. Si vous voulez, il y a deux nuances ou deux subtilités, mais globalement, on va le faire simple. Il y a du gaz dans la roche, mais la roche, elle est tellement... D'abord, elle est plus ou moins poreuse, donc si elle est plus ou moins poreuse, il y a plus ou moins de gaz. Si elle est très poreuse, il y a pas mal de gaz. Si elle est très peu poreuse, il y a très peu de gaz. Mais surtout, il est coincé dans des petites bulles qui ne communiquent pas entre elles. Dans des tout petits trucs qui ne communiquent pas entre eux. Donc, le gaz n'a pas de capacité de circuler pour aller se rassembler quelque part. Normalement, le gaz, ça fait une poche, c'est-à-dire que d'habitude, le gaz arrive à circuler, il monte, et puis à un moment donné, il trouve un plafond imperméable, en général de l'argile, et il se stocke là. Et donc, on pointe dans la machine et on pompe. Là, non, ça reste dans la roche. Et donc, comme la roche, elle n'est pas du tout, attendez, à part poreuse, quand ça circule pas dedans, le mot échappe, il va me revenir. Ça circule pas, les trucs n'arrivent pas à circuler dedans, donc il faut le casser, le failler, faut ébranler cette roche, de manière à mettre des micro-failles partout, pour que partout où il y a des petits bouts de gaz, ils puissent se rassembler et circuler, qu'on puisse les récupérer. Voilà. Or, le problème, c'est que pour faire ça, va donc falloir y aller avec des pressions absolument monumentales. Mais si vous faites ça, si vous envoyez de l'eau sous pression de manière monumentale, vous faillez la roche, mais ça va se refermer tout de suite. Oui, bien sûr. Bon. Donc on met dedans du sable pour que le sable aille se mettre dans les failles et
empêche la poreuse de se fermer, et à travers le sable, évidemment, ça pourrait circuler. Mais on ne peut pas mettre que ça, parce que si on met le sable, il se rassemble en bas. Donc il faut mettre avec le sable une sorte de gel qui va empêcher, qui va faire que ça va se mettre partout, et que ça va empêcher de se diluer. Oui. Mais si on met un gel après, l'ennui, c'est que le gel, il est un peu solide, il est un peu visqueux, donc le gaz ne va pas passer. Donc après, il faut détruire le gel, donc il faut mettre alors voilà, etc. Et donc on met des antibactériens, on met des acides, on met des oxydants, on met des bases, on met un nombre de produits chimiques, dont chacun a une particulière très importante. Ou un cocktail explosif, quoi. Voilà. Et ces produits chimiques, on les envoie sous 600 atmosphères, c'est pas rien, une paille très profonde. On fait une véritable explosion, en gros, à peu près, ou l'équivalent dans le sous-sol, mais il faut en envoyer beaucoup. Ouais. Grosso modo, une fracturation, c'est-à-dire un choc, c'est 20 000 mètres cubes d'eau. 20 000 mètres cubes. C'est-à-dire, si vous l'amenez par camion, 40 tonnes, 400 tonnes, 40 000 tonnes, c'est 100, c'est 300 camions, 400 camions. Bon. Ouais. Cette eau, il y en a une bonne partie qui reste en bas. Vu toutes les cochonneries qu'on a mis dedans, c'est embêtant. Et comme on a faillé la roche, on ne sait pas où elle peut aller. Elle peut parfaitement circuler dans la roche, remonter à un endroit, puisqu'on a tout cassé, mais on ne sait pas où, et crac, retomber sur une nappe phréatique. Ah oui. Évoluer toute la nappe phréatique. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le meilleur des cas, si on remonte la flotte, il faut la traiter, parce qu'on ne peut pas la réutiliser. Donc, en gros, on va mettre énormément de produits excessivement toxiques dans la roche, et on va les y laisser. Dans le sud, par exemple, où ils envisageaient d'aller, on a des roches dikarstiques, c'est-à-dire des roches qui ont elles-mêmes déjà des failles. Donc, là où il y a le gaz, il n'y a pas de faille, mais il y a déjà des endroits où il y a des failles. Non, c'est inenvisageable d'envoyer un mélange comme ça dans une roche karstique. Ouais, ça a l'air très compliqué. Bon, non, c'est alors extrêmement dangereux. Et si vous voulez, on a tous été alertés, enfin, je pense, effectivement, quand on a tous vu le film Gasland. C'est-à-dire quand on a compris, en voyant ce film, qu'aux États-Unis, le mec ça creusait. Aux États-Unis, si vous voulez, les gens, on lui dit le sous-sol, enfin, le terrain vous appartient, donc je vous donne tant de centaines de milliers de dollars chaque année pour forer chez vous. Le gars dit d'accord. Bon, donc il fore. Hein. Les mecs, 15 jours après, ils avaient du gaz à leur robinet. On a tous vu cette photo extraordinaire qui a fait le tour du monde, effectivement. Le gars, il fait couler son eau, il est proche son allume-gaz, et ça s'enflamme. Et l'eau coule alors que ça continue à s'enflammer. Oui. Et bon, et les gens après ils vous expliquent qu'ils ont été malades, parce qu'effectivement si le gaz est remonté, c'est aussi que tout le mélange est remonté. Ouais. Donc il y a des gens qui sont gravement malades. Voilà, et ça a mis un temps à venir. D'ailleurs, si vous voulez, nous, la seule chose qu'on a dit immédiatement au ministère, il est inimaginable qu'une telle technique soit utilisée. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, pour mettre cette technique en œuvre à grande échelle, au début il l'avait fait un peu expérimentalement, pour le mettre à grande échelle, il a fallu obtenir des dérogations comme quoi le Clean Air Act, c'est-à-dire ce qui gère la propreté de l'atmosphère, le Clean Water Act, c'est-à-dire ce qui gère la propreté, la qualité de l'eau, et le pire, le Clean Drinking Water Act, c'est-à-dire ce qui gère la qualité des eaux potables. Il y a 3 grandes lois environnementales qui gèrent la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de l'eau des rivières et la qualité de l'eau qu'on boit. Il y a eu une dérogation pour ne pas appliquer ces règles environnementales quand on utilisera cette technologie. Vous comprenez que, alors ils nous ont dit, mais nous on ne fera pas comme ça ici. Vous êtes, attendez, je ne sais pas si on peut faire autrement. Donc voilà. Donc si vous voulez, on a une opposition farouche et radicale absolument à cette méthode. Sans compter que le gaz, quand c'est un gaz normal, a un petit avantage par rapport au charbon ou au fuel par rapport à l'effet de serre. Il fait moins de gaz carbonique, il fait moins de gaz à effet de serre. D'accord. Seulement, d'abord il ne faut pas qu'il fuit. Parce que quand il en fuit un tout petit peu, chaque molécule qui fuit, elle représente 20 molécules, et voire plus, de molécules de CO2. Donc d'abord, il faut surtout qu'il ne fuit pas. Mais au-delà de ça, vu les méthodes d'extraction pour le gaz de schiste, lui, il consomme des quantités absolument folles d'énergie pour arriver à l'extraire. Donc finalement, à la fin, la rentabilité, ça ne va pas être mieux que le charbon, quoi. Donc vraiment, les gaz de schiste, c'est une mauvaise idée sur toute la ligne. On marque une pause, c'est dossier spécial, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs,
culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, dossier spécial, toujours en compagnie de Maryse Arditi de France Nature Environnement. Alors, quelles sont les actions que vous menez actuellement sur ce dossier? Alors, on va essayer surtout de regarder, nous on attend, si vous voulez, on a récupéré tous les dossiers, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur le plan du juridique. Parce que alors nos assos, nous FNE Centrale, on va essayer de travailler sur le plan juridique, et nos assos, celles qui sont la FRAPNA, elles participent à tous les collectifs qu'il y a en Rhône-Alpes. En Ile-de-France, il y a eu des collectifs qui sont partis. Partout, il y a des collectifs où il y a des assos qui sont fédérés à France Nature Environnement, elles y participent. Et nationalement, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur le plan juridique, parce que nous, on a quand même les documents qu'ont écrit les exploitants. On sait très bien lesquels allaient faire de la fracturation hydraulique. Il y en a, ils l'ont écrit dans leur rapport, avant la loi. Il y en a, ils l'ont pas écrit dans leur rapport, mais dans l'instruction des rapports, il y a écrit recherche vers du gaz non conventionnel. Donc ça veut dire fracturation hydraulique. Et maintenant, on attend, parce que il y en a un certain nombre qui vont dire, regardez, Total a dit, non mais c'est interdit la fracturation hydraulique, bon on n'en fera pas. Même on garde notre permis, on n'en fera pas. Sous-entendu quoi? On n'en fera pas, on attend des jours meilleurs, je pense que dans 1 an ou 2, vous aurez fait sauter cette loi et on pourra enfin en refaire. Donc là, je pense qu'on va dire que la France a bénéficié d'une fenêtre de tir. Je me rappelle 10 ans encore dans une réunion où il y avait 150 personnes sur des histoires de gaz de schiste dans ma ville, quelqu'un levant la main disant qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai dit en temps normal, un citoyen, on ne pourrait pas grand-chose. Mais en ce moment-là, dans l'année qui vient, on peut. Parce que dans l'année qui vient, il y a les élections. Et que très clairement, quand on a vu comment les députés, y compris UMP, se sont battus pour que leur nom soit sur la loi qui allait demander qu'il n'y ait pas de gaz de schiste, il était absolument clair qu'en gros, chacun savait, dans chaque endroit où il y a un risque de gaz de schiste, le député qui n'aura pas voté pour, ou qui ne sera pas hyper clair sur le gaz de schiste, il ne repassera pas. Voilà, c'est clair. Mais on sait c'est un fusil à un coup, parce qu'après il y a 5 ans sans élection, quoi. Oui, bien. Il faut faire attention. Donc après derrière, c'est pour ça qu'après faudra sûrement, je pense, faire donner du juridique. Vous connaissez des sites dans le sud de la France de gaz de schiste? Les 3, si vous voulez, le permis de Montélimar, le permis de Nantes et le permis, alors zut, ça y est, je vais me tromper, le 3e, il y en a un 3e, il y en a 3 qui sont clairement, comme on dit, orientés non conventionnels. Ça veut dire que ceux-là, ils doivent y aller par fracturation hydraulique. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui vient d'avoir son permis, en général, quand on a son permis, il y a au moins 2 ans de travail sur papier, sur tout ce qu'on avait, sur déjà qu'on connaissait, rassembler déjà tout ce qu'on connaissait déjà sur la géologie du site. Ensuite, faire ce qu'on appelle des sondages sismiques, c'est-à-dire là, on ne détruit pas, on passe avec un camion, on envoie des petites ondes, on mesure ce qui revient. Donc là, il y a au moins 1 an et demi à 2 ans de travail avant de commencer à imaginer de forêt. Donc ceux qui venaient d'avoir leur permis il y a 1 an, ils ont encore au moins 1 an de travail ou 1 an et demi sans forêt, donc ils peuvent dire, mais ils détournent la loi. Mais en disant ça, ils détournent la loi, parce que la loi a dit, vous devez nous dire sous 2 mois, non seulement les méthodes que vous allez appliquer là tout de suite, mais les méthodes envisagées. Alors si le gars, il a pas de si la seule méthode envisagée, voilà. Donc on voit bien que cette loi, en fait, elle va être contournée, elle va être détournée. Donc c'est ça qu'on va regarder de très près, en regardant les documents les uns et les autres, en comparant. Et c'est pour ça qu'on est absolument furieux contre Besson. Au passage, d'ailleurs, on n'ira pas à sa prospective de 2050 qui se la fasse tout seul. On est absolument furieux contre Besson parce que Besson a entre les mains, le ministère a entre les mains l'ensemble des lettres. Il y a peut-être pas tout, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas envoyé, l'ensemble des lettres de tous les machins disant ce qu'ils doivent faire. Ces lettres, ils devraient les rendre publiques tout de suite. Et ça ne doit pas être des documents de 50 pages que chacun a envoyé. J'ai pas d'illusion. C'est qu'est-ce que vous comptez faire? Chacun a 2 pages. Même s'ils sont 100, ça fait 200 pages, c'est pas beaucoup, ça se lit très vite. Qu'ils aient pris 24 heures pour les lire avant de les publier ou 48 heures, d'accord. Mais il a dit, on ne les publiera pas tout de suite, on va attendre, dans 1 mois on doit dire si on suspend un permis ou pas, on les publiera en même temps que les permis qu'on suspend si on en suspend.
Autrement dit, il ne veut pas rendre public, alors que c'est obligatoire de le rendre public. C'est-à-dire, nous, si on va à la CADA, on est sûr que la CADA va dire ils doivent être rendus publics. Mais comme elle va délibérer sous un mois, ils s'en foutent puisque c'est dans un mois, donc ils disent je ne les aurais pas rendus. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas étudier les dossiers. On ne peut pas étudier les dossiers pendant ce temps-là. Évidemment, parce qu'il sait qu'on va comparer et qu'on peut faire le travail. Donc voilà, donc moi je trouve ça absolument scandaleux, c'est contradictoire avec la charte de l'environnement, contradictoire avec le fait que les citoyens doivent être informés sur ce qui impacte leur environnement, contradictoire avec la convention d'Aarhus qu'on a signée, qui est de niveau supérieur encore aux lois françaises, enfin bon... Ouais. Est-ce que vous avez mis des pétitions en ligne sur votre site par exemple ou ailleurs? Je crois pas. Pour ou contre le gaz de schiste ou... Ah non, de toute façon... Ou alors, plus exactement, non au gaz de schiste. Je sais pas. Alors, c'est un peu bizarre, parce que je crois qu'on a eu aussi un travail, on a eu un autre type de travail, donc c'était une pétition. On a eu un type de travail en direction des élus de chaque commune, alors pas chaque commune, enfin partout il y avait 3-4 citoyens d'une commune, on leur a proposé tous... non pas de signer une pétition, mais on a proposé des lettres types pour qu'ils aillent proposer à leurs élus de prendre une décision comme quoi ils refusaient du gaz de schiste sur leur commune et qu'ils refuseraient de mettre l'eau à disposition, puisqu'évidemment il faut prendre l'eau quelque part. Hein. Et chez nous, en particulier dans le sud, c'est critique. Bien sûr. Donc ils refuseraient de mettre l'eau à disposition et qu'ils étaient responsables de l'eau potable et qu'il était hors de question que le moindre truc qui risquait d'impacter l'eau potable, donc leur responsabilité en tant qu'élus d'eau potable. Donc on a proposé ce type de travail, c'est-à-dire aux citoyens d'aller voir leurs élus et d'essayer de faire prendre des décisions à des conseils municipaux. Qui a été pris ici ou là dans plein de trucs. Mais bon, mais le mouvement c'est un petit peu ralenti entre guillemets au moment où la loi a été prise, parce qu'on a eu l'impression d'avoir assez provisoirement gagné, même si c'est très provisoirement. Bon, on sait bien que voilà quoi, en gros. Dans les mois qui viennent, on va dire que même s'il faut perdre quelques mois, je pense pas que des industriels vont se mettre à faire de la fracturation hydraulique, parce que c'est bon, voilà quoi. Et alors ça veut pas dire qu'ils vont pas faire des forages, hein, parce que ce qui est interdit c'est la fracturation hydraulique, pas un forage. Vous pouvez chercher. Il y a encore des exploitants qui cherchent des gaz conventionnels. Il y en a un par exemple qui était en Lorraine, il a cherché des gaz conventionnels, il n'en a pas trouvé. Et il a dit bon bah écoutez, au revoir. Du coup c'est presque le maire qui aurait dit mais vous n'avez pas une autre technologie là pour voir si on n'a pas. Bon, voilà. Et il a dit non, moi je suis sur le conventionnel. Il y en a encore qui sont sur le conventionnel, mais bon, voilà, il y a une espèce de folie qui s'est emparée des pétroliers et des gaziers, voilà, il y en a des millions, c'est la pléthore, ça va être extraordinaire, etc. Et moi je me dis que, où c'est pas vrai, et il va y avoir une bulle financière qui va retomber, où c'est vrai, et c'est une catastrophe climatique sans précédent. Sans précédent, parce que c'est aussi mauvais que le charbon. C'est une catastrophe hydraulique, climatique sans précédent. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont sensibilisés à ce sujet? Oui. Alors, écoutez, moi j'ai des toutes petites expériences, mais concrètes. Tiens, où je suis, là, le nôtre, il est pas... enfin, moi je suis sur une ville qui est Narbonne, il y a tout un truc qui s'appelle le permis Plaine du Languedoc. Plaine du Languedoc, justement, il est dans le sud, donc tout le monde s'est inquiété. Celui-là, pour l'instant, il est conventionnel. Voilà, bon, on a vérifié, on a regardé les textes. Bon. Bien. Bon. Mais quand on a fait la première réunion, c'était il y a déjà quelques temps, c'était en février dernier, la toute première réunion, ou en mars, en février, on fait une première réunion. C'est des réunions, c'est une petite asso qui fait des réunions tous les 3 mois à peu près. On a une 50aine de personnes. Là, on en a eu 150. Et encore, on l'a faite. On s'est décidé 15 jours avant, parce qu'on n'avait pas prévu. 15 jours avant, au dernier moment, on a envoyé 3-4 petits trucs. Enfin, on n'a pas eu le temps de faire une vraie information comme d'habitude. Au lieu de 50 personnes, il y avait 150. Et les gens nous disaient, oui, le gars qui s'occupe de la salle, je peux rester, c'est public. Je dis, bah, évidemment, c'est public. Enfin, voilà. On sentait que là, les gens, il y avait une véritable inquiétude. En fait, bon, c'est clair, hein, la véritable inquiétude, c'est que les gens avaient vu ne fût-ce qu'un bout d'extrait de ce film, et là, ils comprenaient qu'il se passait quelque chose d'excessivement grave. Oui, parce que ce dossier est quand même assez récent. Eh bien, il a explosé. Alors, les permis, bon, alors, moi, si vous voulez, je me dis quand même que là, il y en a qui charrient. Les permis, ils ont été donnés en mars 2010. Mais des permis, il en est donné tout le temps, hein, pour aller chercher des bouteilles. En Ile-de-France, on pompine du pétrole, quelques dizaines de milliers de tonnes chaque année depuis... voilà, et tant qu'il en reste, on pompine encore. Les gaz de lac, il y en a encore un petit peu, on pompe encore un peu. Enfin, donc, des recherches sur des hydrocarbures,
ils s'en donnent en permanence. Quand même, en mars 2010, quand ils s'en donnaient les 3 et que les gens ont vu que ces 3 c'était des hydrocarbures non conventionnels, ils auraient pu se renseigner un petit peu plus. D'ailleurs, quand on regarde les instructions, il y a quand même pas mal de services de l'État qui étaient réticents, qui s'étaient un peu renseignés, qui étaient réticents. Certains sur la biodiversité, d'autres sur la qualité de l'eau. Non, mais attendez, on se bat là depuis 10 ans pour améliorer la qualité de l'eau, pour que l'eau soit en bon état écologique en 2015. Si on fait ça, on risque de tout dégrader. Enfin, donc il y a eu quand même des alertes. On sentait qu'il y avait dans certains services de l'État des réticences. Voilà. Mais à la fin, on dit bon, on donne quand même un avis, mais on sera attentif. Voilà. Mais, voilà. Et moi, ce que je regrette infiniment, c'est que quand même, personne n'ait pensé à alerter les associations d'environnement pour qu'elles aillent voir de plus près. Franchement, là, le ministre de l'Environnement, excusez-moi de le dire, mais il n'a pas fait son boulot. Il a été en dessous de tout. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Oui, de rester très 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 attentif tout de suite après les élections. Quand toutes les élections vont être passées, y compris les législatives, il va falloir être vraiment les 2 oreilles en l'air, à écouter la radio, la télé, regarder ce qui passe dans les journaux, etc. Être attentif à ceux qui sont sur un territoire où il pourrait y avoir des choses. Être attentif à regarder ce qui se passe. Est-ce qu'ils voient arriver des forages? S'ils voient arriver des forages, ils demandent tout de suite c'est quoi le forage? C'est un forage normal, avec une boue normale et voilà, et rien d'autre. Ou alors on le sait, hein, parce que c'est pas la même chose. Vous pouvez pas faire une fracturation hydraulique, ça se voit. Sinon un forage, c'est un forage normal. Bon, enfin, il y a quelques impacts. Hein, c'est pas tout simple. Hein, mais normalement, c'est des boues à l'eau. On doit pas se passer des boues à l'huile. On doit passer des boues à l'eau. Donc voilà. Donc voilà, il faut être. Voilà, le message, c'est il faut que chacun, là où il est, soit attentif. Et tous ceux qui sont à un endroit qui couvre une partie du territoire, ils doivent être non seulement les oreilles grandes ouvertes, mais les yeux pour voir ce qui se passe. Tout à fait. Alors vous allez nous rappeler l'adresse de votre site internet. Mais vous tapez FNE. Oui. Et vous tombez sur nous, ça c'est sûr. Mais alors attendez, j'ai un doute. Parce que le problème c'est que moi, comme il est sur mon site, sur mon truc en permanence, il est dans mes favoris. Ah d'accord. Du coup, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas retapé, quoi. Oui. Donc du coup, voilà. Mais vous tapez FNE sur Google, quand je suis sur un autre ordinateur, ça m'est arrivé, vous tombez sur nous. Et ça sort, d'accord. Excusez-moi, là. C'est pas grave, on s'arrangera. Marie Zarditi, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. À très bientôt pour un autre dossier spécial. Fréquence Évasion.